Bon, eh bien, bonjour à tous, donc je me présente, Guillaume Chaud. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle façon de faire des API avec GraphQL et d'un des outils les plus populaires dans le domaine qui s'appelle Apollo. Sachant que peut-être que certains me connaissent déjà parce que je fais pas mal de contributions vis-à-vis notamment de GraphQL et de Meteor et aussi de Vue. Et donc voilà, donc vous pouvez me retrouver sur mon GitHub. github.com/acriam. Voilà. Donc je vais faire un tout petit rappel de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en termes de web services dans les différentes applications web. Donc le plus connu aujourd'hui ça reste RESTful. Donc on va faire un appel avec une méthode HTTP et une URL qui va nous retourner des données au format JSON. Donc là par exemple un appel qui renvoie des films avec différents champs. Alors tout de suite on se rend compte souvent qu'on a besoin de faire plusieurs appels, on appelle ça waterfall, mais je reviendrai dessus après. Donc là un deuxième exemple à partir du premier où on a récupéré l'ID d'un réalisateur et qu'on a fait un deuxième appel en REST. Il y a un autre type de web service un peu plus ancien et beaucoup moins utilisé aujourd'hui qui s'appelle SOAP. On voit tout de suite pourquoi, hein, parce que les requêtes et les réponses sont bien plus grosses déjà, donc bon, quand on fait une appli mobile, ça commence à poser des problèmes. Puis bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus éloigné d'HTTP, donc une des raisons principales pour lesquelles REST a bien marché, c'est parce que c'est assez proche quand même du protocole HTTP. Voilà. Donc le sujet principal aujourd'hui c'est GraphQL. La grande question tout de suite, pourquoi vouloir changer par rapport à REST et faire du GraphQL à la place. Petit fun fact, depuis plusieurs années vous utilisez déjà GraphQL à travers une application assez connue, celle-là. En effet, GraphQL en fait, a été créé dans les labos de Facebook à partir de 2012 et a été open sourcé en 2015. Donc en fait, toutes les applis, que ce soit web, mobile et autres de Facebook, utilisent en fait du GraphQL et non pas du REST. Voilà, donc pourquoi GraphQL? Le grand problème qui s'est posé il y a quelques années, c'est qu'on a fait un retour de plusieurs décennies en arrière vis-à-vis des qualités de réseau. Parce qu'avant, on avait des applis sur nos ordinateurs connectés en Wi-Fi ou en Ethernet à des points fixes, d'accès fixe. Et aujourd'hui, l'essentiel de la navigation sur Internet se fait à travers des téléphones mobiles sur des réseaux mobiles qui ont des latences pas terribles comparées au réseau fixe. Donc ça pose pas mal de problèmes, surtout quand on a beaucoup de données. Alors pourquoi GraphQL? Au niveau du point de vue des entreprises, en fait, on va avoir de vraies solutions en fait vis-à-vis, surtout pour l'instant on a des grosses entreprises en fait qui sont très intéressées par GraphQL, notamment vis-à-vis de cet aspect mobile. Donc je parlais de la latence, donc c'est un gros problème quand on fait plusieurs requêtes, par exemple REST, sur un téléphone mobile. Souvent ces entreprises-là ont plusieurs clients à maintenir, et souvent dans des technologies très différentes comme par exemple JavaScript et puis Swift ou Java sur Android. Les architectures de ces grosses entreprises sont plutôt sous la forme de microservices, donc plein de services, plein de ressources à différents endroits. Et donc au fur et à mesure du temps, en fait, leur API REST est devenu gigantesque et très complexe. Et du coup, en fait, ça impacte énormément le développement, en fait, donc ça le ralentit. Et ces entreprises-là cherchent à découpler le plus possible le front-end du back-end pour que les deux puissent évoluer le plus indépendamment possible et pour être plus efficaces. Bon, cette partie elle est un petit peu troll parce que ça reste quand même justement une solution viable, mais c'est surtout par rapport au speech précédent sur REST. Donc là, par exemple, on a une situation typique dans une grosse entreprise au niveau de REST, où il y a plein de services et plein de ressources différentes,
Et on va souvent créer d'ailleurs un service ou une API REST pour une situation donnée, donc on appelle ça ad hoc. Et donc voilà, on va avoir plein d'interfaces différentes et les clients vont devoir jongler avec tout ça. Et GraphQL propose une uniformisation de tout ça à travers une interface unifiée et sur des endpoints uniques qui peuvent être facilement en fait scalés horizontalement, donc on peut facilement les dupliquer et puis après tout ça apporte pas mal d'avantages en termes de complexité. Voilà, donc j'en ai un peu parlé. Ad hoc, c'est qu'on fait plein d'API REST pour chaque situation donnée dans ces grosses entreprises. Waterfall, c'est un petit peu l'exemple de tout à l'heure, donc on récupère nos premières informations, puis on se rend compte qu'on n'a pas tout. Et du coup, on va devoir faire de nouveaux appels à des API REST. La taille des données, donc souvent, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'API de GitHub par exemple, pour récupérer des infos des repositories. Souvent vous avez un énorme JSON avec plein d'informations dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc sur le mobile, ça peut aussi pas mal jouer. Et puis quand vous voulez faire des gros changements dans cette API, supprimer des champs et en rajouter, souvent en fait ce que font les entreprises, c'est faire une nouvelle version. Donc tout à l'heure dans l'exemple, j'avais mis par exemple V1, souvent c'est ce qui fait, c'est ce qui est fait dans le chemin. Voilà, donc c'est des problèmes. Ah oui, il y a aussi les docs. Ça aussi c'est un gros problème, parce que quand on a une grosse API aussi complexe, écrire des docs, même générés automatiquement avec des outils, ça commence à être assez compliqué. Puis des fois on ne les écrit pas du tout. Voilà, donc GraphQL en fait, vis-à-vis de ça, c'est une bonne nouvelle en fait pour les développeurs. Parce que ça apporte plein de choses intéressantes. Donc, par exemple, le back-end et le front-end, comme il y a une interface unifiée, vont pouvoir dialoguer de manière très claire en fait et très standardisée. Donc plus de temps perdu en fait à créer de nouvelles interfaces ou à comprendre comment elles fonctionnent, surtout dans les grosses entreprises. Du coup, ça amène qu'il y a moins de problèmes de com, puisque comme tout est très clair, on passe moins de temps à essayer de comprendre ce qu'a fait l'autre ou ce que fait l'équipe back-end par rapport à l'équipe front-end. Plus besoin d'écrire de doc, alors ça c'est fabuleux, parce qu'avant on avait une énorme API REST très complexe, alors on pouvait s'aider d'outils pour automatiser la génération de doc. Mais là, vraiment, GraphQL, dès le départ, on est parti sur le principe de ne plus avoir besoin d'écrire de doc, en fait, en soi. Plus besoin de comprendre l'API, du coup, parce qu'en lisant, en fait, ce qu'on appelle un schéma, on va tout de suite voir ce qui est possible de faire avec cette API. On passe pas de temps à lire une doc de 200 pages, en fait. Donc, en termes de, par exemple, dans une entreprise, pour faire intégrer un nouveau développeur, c'est un grand plus, quand même. Et on a du coup en fait on a des formidables en fait outils de développement qui sont un peu liés à tout ça, qui vont nous permettre de développer ces API GraphQL de manière encore plus efficace. Et certains de ces outils d'ailleurs sont vraiment exclusifs à GraphQL et on aurait beaucoup de difficultés à les réimplémenter en RESTful par exemple. Voilà, donc tout ça c'est super. Maintenant concrètement, GraphQL en fait c'est une spec en vrai, donc c'est un peu comme RESTful, c'est pas une implémentation, c'est juste une spécification qui décrit comment les choses comment en fait le back-end et le front-end interagissent et comment sont décrits différents éléments. Donc ça a été conçu en fait de manière hiérarchique parce que souvent quand on fait des vues dans une API web par exemple, on va avoir beaucoup d'informations structurées de manière hiérarchique, par exemple des utilisateurs qui vont poster des messages, qui vont avoir à l'intérieur des commentaires, qui eux-mêmes vont être liés à un utilisateur. Donc au final, on a vraiment une structure en hiérarchie. Donc dès le départ, GraphQL a été conçu pour respecter et pour être le plus proche possible de cette structure en hiérarchie. Deuxièmement, orienté produit, parce que c'est vraiment une spécification qui a été écrite presque par et pour des front-end développeurs. Donc vraiment pour faciliter en fait l'adoption et l'utilisation de GraphQL et vraiment fournir des solutions en fait à des problèmes réels dans le monde notamment des web apps. On a un typage fort,
Donc ça permet plusieurs choses, réduire les erreurs, pouvoir avoir des outils dans les IDE ou dans les outils de développement plus puissants, et pouvoir aller plus vite et être plus efficace. Le client, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, cette fois-ci, quand il va demander quelque chose, il va avoir exactement ce qu'il a demandé, ni plus ni moins. Donc par exemple, si vous êtes sur une appli mobile, vous n'allez pas recevoir un énorme JSON avec les 3/4 dont vous n'avez pas besoin. Vous allez vraiment recevoir uniquement ce que vous avez demandé. Donc ça, c'est très intéressant pour les mobiles. Et enfin, ça a été réfléchi dès le départ pour que GraphQL puisse être en fait inspecté. Donc à travers lui-même, en fait, c'est un peu récursif. On peut utiliser GraphQL pour regarder ce qui se passe dans notre API GraphQL. Et donc ça permet de faire des outils, un des éléments importants qui permet de faire des outils de développement assez avancés. Voilà, donc le point dont je viens de vous parler vis-à-vis des mobiles, c'est que le client demande en fait à recevoir des informations et il reçoit exactement ce qu'il a demandé. Donc là, on voit bien qu'on demande uniquement un champ sur un film, et la structure de la réponse ressemble vraiment à la structure de la demande, et on reçoit rien d'autre. On n'a pas un énorme JSON avec plein d'infos inutiles. Par rapport au waterfall, pour le coup, là, on peut demander des informations de différents endroits en fait en une requête. Donc tout à l'heure, par exemple, c'est un exemple assez contraint, mais on avait un film qu'on récupérait avec un premier appel. Et puis on se rendait compte qu'on n'avait pas les infos du réalisateur. On faisait un deuxième appel avec l'ID qu'on avait récupéré dans le premier appel. Alors que là, on va directement demander le film et puis le réalisateur qui est associé. Donc sachant que ça peut être des ressources totalement différentes, base de données numéro 1, base de données numéro 2. Donc ça aussi pour le mobile c'est très intéressant parce que moins de requêtes, moins de latence. Enfin la latence joue moins. On a du coup une API très structurée avec du type H4. Donc là, un petit exemple qui correspond à la requête de juste avant. On va déclarer qu'on a des objets de type movie qui ne peuvent que avoir des champs title et director qui sont de certains types. Sachant que là, on voit qu'on appelle un autre type que j'ai déclaré en dessous. Donc là, on s'aperçoit vraiment que c'est fortement typé, donc on ne peut pas faire d'erreur, on ne peut pas mettre un entier dans le title, on ne peut pas mettre un autre objet dans le director. Et un point aussi très intéressant, c'est qu'on peut faire beaucoup plus évoluer son API GraphQL et de manière avec moins d'effets de bord qu'avec REST, notamment avec des facilités du coup du langage. Donc comme on décrit un type, on peut rajouter des champs sans impacter les requêtes qui demandaient en fait juste le champ title et director. Donc ça renvoie un petit peu à ce que j'ai dit avant, quand le client il reçoit exactement ce qu'il a demandé. Si on rajoute des champs, c'est pas grave, hein, il ne les recevra pas non plus. Donc là, par exemple, j'ai rajouté ce champ-là et celui-là. Et puis par exemple, pour les outils de développement, on peut annoter un champ, par exemple, avec ce qu'on appelle une directive, pour lui dire ce champ il est obsolète. Donc il n'est plus visible ni dans les docs, ni dans les outils de développement, ni dans l'autocomplétion, etc. Mais par contre, il fonctionne encore. Donc les API qui utilisent encore le champ title, ils recevront le champ title. Peut-être qu'ils ont un warning, on ne sait pas, mais la spec ne précise pas. Et alors vraiment le truc qui accroche vraiment, je pense en termes de développeurs, c'est justement l'expérience qu'on a en utilisant GraphQL. Donc l'outil le plus démonstratif de ça s'appelle Graphical, un petit jeu de mots sur GraphQL. Et en fait, c'est une sorte d'IDE en ligne ou d'explorateur d'une API GraphQL. Donc vous pouvez mettre ça, c'est un composant React, vous pouvez mettre ça n'importe où dans votre appli ou utiliser des DevTools Chrome pour mieux développer. Donc là, hop, on va tenter. Je vais vous faire une petite démo.
Quoique je pense que l'image s'est rendormie. Bon. Ah, c'est bon, cool. Parce que comme j'utilise la version gratuite de Neo.sh, au bout d'un moment, les conteneurs s'éteignent, donc ça peut être problématique. Donc là, on est sur l'interface de GraphQL, pardon. Et donc on voit le premier truc qu'on remarque tout de suite là, c'est qu'on a ce qu'on appelle un explorateur de documentation. J'ai pas écrit de doc, hein. C'est un truc qui est apparu automatiquement en fait. Et donc là, on peut voir qu'on a des requêtes avec des descriptions, puis les différentes informations qui vont nous permettre d'utiliser cette API en fait, sans même avoir à ouvrir une page de doc ou la créer même, puisque cette doc a été générée automatiquement. Donc ça c'est bien voilà, pour découvrir l'API. Après ici on voit que par exemple on a de l'autocomplétion directement. Donc si je veux récupérer des modules, ben voilà, je sais que ça existe, puis ça m'évite de faire des erreurs. Puis là, je vais récupérer certains champs. Donc par exemple, l'ID, hop, et le label. Donc on voit qu'il auto-complète aussi les noms des champs, donc c'est assez sympa. Et puis voilà, on peut tester en direct. Et donc là, on a la requête à gauche et le résultat à droite. Donc là, vous voyez, on a vraiment exactement ce qu'on a demandé. On a juste demandé l'ID et le label, bah, voilà. Sur tous les objets, on a uniquement l'ID et le label. C'était la petite démo. Alors, donc du coup, concrètement, comment fait-on pour utiliser GraphQL ? Donc du coup, il y a deux parties. Il y a la partie serveur back-end et puis la partie client front-end. Donc côté serveur, on va commencer par la notion la plus importante, c'est le schéma. Donc c'est ce qui va décrire en fait la structure des données en fait qui sont fournies par votre API et les différents types. Ça va permettre aussi du coup dans lisant en fait ce schéma de comprendre ce que propose l'API, comment elle fonctionne. Voilà, donc elle va contenir différents objets dont je vais revenir dessus juste après. Et puis juste en mettant des commentaires sur le schéma, en fait, c'est ce qui va nous permettre de générer la doc que vous avez vu juste avant avec des petites descriptions. Voilà, donc dans l'aspect de GraphQL, il est question de scalaire, donc c'est les valeurs un petit peu basiques et très utiles. Donc on n'a pas besoin de redéfinir. Il y en a 5 données par la spec, dont ID qui est en fait un peu un équivalent de string, mais bon, la spec dit que c'est juste pour aider à identifier des objets. Donc voilà, après dans l'implémentation, faites ce que vous voulez. Mais en général, c'est plutôt des strings. Et puis vous pouvez créer vos propres scalaires. Donc le plus souvent, on crée un scalaire date par exemple. Alors pourquoi ils n'ont pas fait un scalaire date tout de suite GraphQL étant qu'une spec, en fait, elle est vouée à être utilisée pas uniquement sur du JavaScript par exemple, et puis en fait il peut y avoir d'énormes différences en fait en termes de gestion des dates entre différents technologies, langages, etc. Donc ils ont préféré laisser en fait le soin aux développeurs de créer leur propre scalaire date vis-à-vis de leur environnement et des langages qu'ils utilisent. Alors du coup, ce qu'on va retrouver plus souvent, c'est ce qu'on appelle des objets. Donc en fait, c'est les types d'objets qu'on va retrouver au niveau de nos données. Donc on va définir qu'il y a un type movie, un type personne, et puis quels sont les champs à l'intérieur, avec à chaque fois leur type. Alors là, on voit un petit point d'interrogation parce qu'il y a aussi la notion de non nul. Donc ceux qui aiment bien C#, ils aimeront bien ça. Donc on peut forcer des valeurs à être définies. Donc ça permet aussi justement d'éviter des erreurs. Et donc là, comme tout à l'heure, on voit que j'ai utilisé le type personne à l'intérieur du type movie pour avoir une liaison entre le réalisateur et puis le type personne. On peut avoir des interfaces. Voilà, c'est sympa en fait, ça permet de faire des requêtes un peu plus génériques.
Donc par exemple, avec cette interface, on pourrait faire des requêtes sur à peu près tous les objets qu'on a dans notre API, sans souci en fait des différents champs supplémentaires. On va avoir aussi la possibilité de faire des unions. Donc là, c'est surtout, enfin, je pense que le cas où c'est le plus utile, c'est quand on fait des recherches un petit peu génériques, où on va avoir dans les résultats de la recherche plusieurs types d'objets. Bah là, typiquement, on pourrait avoir, par exemple, soit des films, soit des personnes dans les résultats de la recherche. Donc là, ça nous permet d'utiliser ce type search result dans nos requêtes de recherche, et d'avoir à la fois des films et des personnes. On va avoir des enums. Hein. Alors ça, pareil, vous les implémentez comme vous voulez. En général, c'est juste l'enum en string, en termes de valeur. Les différentes opérations. Donc pour l'instant, sur l'aspect en stable, il n'y en a que deux. Il y a les requêtes et les mutations. Et celle qui est en train d'arriver, c'est les subscriptions en temps réel. Les abonnements, voilà, merci. Voilà, donc en fait, on va dire que notre schéma se compose en fait de telle ou telle requête, telle ou telle mutation possible, puis éventuellement tel ou tel abonnement. Vous remarquerez d'ailleurs que tout le long de la présentation, je mets en italique tout ce qui est des mots-clés d'Apollo, enfin de GraphQL, pardon. Et du coup, en fait, ça, c'est des types en fait qui sont définis par vous-même. Vous pouvez appeler comme vous voulez, hein, chien, chat, oiseau, et puis faire un type en fait qui liste les différentes requêtes et différentes mutations, etc. Il faut juste qu'il y ait schéma, query, mutation, subscription, les premiers là, ceux qui sont en italique. On peut mettre des arguments. Alors ça commence à devenir intéressant. Alors tout de suite, on se dit qu'on va mettre des arguments sur les requêtes. Par exemple, récupérer un film avec son ID, qui va nous envoyer un film. Et puis en fait, on se rend compte qu'on peut faire ça partout. Donc on se dit, on a un objet film, et puis il y a un de ces champs, en fait, c'est par exemple une URL vers une image du poster du film. Et puis en fait, on peut mettre un paramètre dans ce champ pour faire, par exemple, une URL générée avec différentes tailles. Donc là, on lui passe une taille, puis il nous envoie une URL correspondante. Du coup, aussi, on peut faire envoyer plusieurs objets, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait plusieurs modules qui étaient sortis. Donc il suffit de les mettre entre crochets. Donc là, ça veut dire que je vais envoyer un tableau de film, et puis dans le film, je peux avoir plusieurs acteurs. Alors peut-être un peu plus avancé, c'est pour passer en fait entre guillemets des objets dans les paramètres. Donc on peut les décrire. Donc pour toujours dans cette optique d'éviter les erreurs. Donc là par exemple, j'ai fait une mutation qui ajoute une critique à un film. Et au lieu de mettre 50 paramètres dans la mutation, on peut définir un objet un peu spécial qui s'appelle un input, qui va passer les mêmes tests de validation que les autres. C'est juste qu'il sert uniquement à être passé en paramètres. Donc là par exemple, dans cette mutation. On en avait vu une tout à l'heure, les directives, donc c'est arrobase le nom de la directive. Donc celle qui est utilisée surtout côté serveur, c'est celle-là, obsolète. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc on a fait un peu le tour de ce qui est possible de faire dans le schéma côté serveur. Donc c'est toujours vis-à-vis de la spec, hein, donc là je ne parle pas d'implémentation ni rien. Donc on va passer côté client, parce qu'en fait du coup les langages se ressemblent mais ne sont pas tout à fait les mêmes. La première chose qu'on va faire, c'est requêter notre API. Donc on va avoir un mot-clé, par exemple query, qui est optionnel s'il est tout seul. On va avoir par exemple là le nom d'une requête qui était dans l'objet query que j'ai utilisé dans le schéma query, qui prend par exemple ici un paramètre. Alors ce qui est intéressant ici aussi, c'est que les paramètres, l'ordre des paramètres est totalement... n'a aucun impact en fait, donc c'est vraiment comme si vous mettiez un objet en fait dedans. Et donc on met paramètre valeur. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça. Et puis en dessous, du coup, les différents champs qu'on demande, et donc on va voir la réponse de l'API GraphQL avec exactement ce qu'on a demandé. Du coup, pour le waterfall,
non seulement on pouvait mettre director dans movie, etc., mais en plus on peut faire plusieurs requêtes dans le même document. Comme ça, c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais on appelle ça un document. Donc là, par exemple, je peux récupérer à la fois les films et les séries télé du genre SF, donc qui sont deux requêtes qui n'ont absolument rien à voir, mais ça va faire vraiment qu'une requête réseau. Sachant que si on fait ça, les requêtes en fait sont... l'aspect précise que les requêtes doivent être exécutées en parallèle dans la mesure du possible. Le plus intéressant, c'est dynamique. Donc voilà, en fait, on déclare... alors le beaucoup query n'est plus optionnel puisqu'on donne un nom et des paramètres. Les paramètres commencent par un $, pour bien les différencier des autres éléments dans le document. Puis voilà, on spécifie le type du paramètre. Attention qu'il doit être identique à ce qu'on a décrit dans les requêtes ici. Donc par exemple, si du côté du schéma, on a dit que dans notre requête movies, le genre était obligatoire, on va devoir mettre notre point d'exclamation ici pour que les types correspondent, sinon il y aura une erreur. Puis là, une valeur par défaut. On pourra mettre des directives aussi, comme côté serveur, donc même notation, nom de la directive. Et les deux directives en fait, qui sont actuellement présentes dans la spec, c'est include et skip, donc qui prennent un paramètre if, qui a une valeur booléenne, voilà. Donc là par exemple, on passe un paramètre, un booléen qui va influencer sur le résultat sur la requête qui va être envoyée. Alors il y a un petit truc bien pratique, c'est les fragments. Donc si on fait plusieurs requêtes qui ont des champs à peu près identiques et surtout sur les mêmes types, au lieu de répéter plusieurs fois les différents champs, on va créer un fragment ici sur le type film. Donc attention, hein, c'est sur des types, parce que c'est du typage fort. On ne peut pas faire un fragment avec ce qu'on veut dedans et puis sur plein de types différents. Donc voilà, en fait, il va directement demander dans ces deux requêtes les différents champs ici dans le fragment. On va pouvoir aussi faire des fragments inline. Donc par exemple, tout à l'heure je parlais d'union, de pouvoir avoir deux types différents en fait sur un même objet. Et bien là, on va pouvoir demander des champs différents en fonction du type dans cette union. Donc là, c'était une union par exemple avec film et série télé. Et ben en fonction du type de l'objet retourné, soit il va nous renvoyer l'année de sortie, soit il va nous renvoyer la saison actuelle. Voilà. Donc on met les trois petits points pour utiliser le fragment, qui est juste cette partie, sur tel type, donc c'est une condition de type. Alors là, en italique, il y a underscore type name, donc là on commence à entrer dans le système d'introspection. Donc ça permet en fait de récupérer le type défini sur le schéma par rapport à ces objets. Donc là, comme ça, on est sûr qu'un coup c'est un film, un coup c'est une série télé. Encore très pratique, on peut mettre des alias. Donc si jamais le schéma ne correspond pas tout à fait à ce que vous voulez en termes de nom de champ, etc., vous pouvez les changer. Donc vous mettez le nouveau nom, le nom de l'API. Donc là, par rapport à tout à l'heure, l'API en fait va renvoyer des noms différents. Donc ici search result, year ou season, qui ne sont pas les mêmes qu'avant. On va pouvoir du coup faire des mutations. Donc les mutations sont censées être en fait la manière de faire des opérations qui modifient les données. Donc par exemple ajouter des données, modifier des données, supprimer des données. Et donc la grosse différence par rapport aux requêtes, c'est que les mutations sont exécutées en série. Donc si vous mettez plusieurs mutations dans un document, les mutations suivantes attendront que la première mutation se termine. Donc comment on écrit une requête de mutation? Ça ressemble beaucoup à une query, sauf qu'on va mettre mutation au début. C'est à peu près tout en fait. Si vous regardez, c'est des paramètres, comme pour les queries. Et puis, le petit truc sympa, c'est que c'est presque comme une requête. Donc on peut mettre comme une requête des champs. Donc par exemple, ici, avoir l'ID de la nouvelle critique, le nombre d'étoiles et puis le commentaire. Et par exemple, si on fait, ça peut être très intéressant aussi quand on fait par exemple une modification. Donc si par exemple on vote sur un objet, on dit vote sur l'objet et puis on veut récupérer le nouveau nombre de votes. Donc on le reçoit directement, on n'a pas besoin de faire une autre requête. Voilà.
Donc là, un exemple de réponse vis-à-vis de cette mutation. Et enfin, du coup, l'introspection. Donc en fait, on a un type spécial de requête, underscore schema, qui permet en fait d'attaquer directement le schéma que vous avez défini sur votre serveur GraphQL, donc avec exactement la même API en fait. Donc là, vous écrivez du GraphQL, mais c'est pour regarder ce qui se passe dans votre GraphQL. Donc là, par exemple, je retourne la liste en fait des types que j'ai définis, des types d'objets, donc juste avec leur nom. Et c'est comme ça que Graphical, que j'ai montré tout à l'heure, arrive à faire une documentation en fait automatique. Donc il fait des requêtes GraphQL sur le serveur GraphQL pour regarder comment ça se passe à l'intérieur et quels sont les types présents, les descriptions qui à travers les commentaires, les différentes interfaces, les différentes requêtes possibles, etc. Voilà, donc c'était la partie spécification. Comme c'est une spécification, on a besoin de l'implémenter. Heureusement, la communauté en a déjà fait plusieurs. Alors peut-être la plus connue s'appelle Relay, qui au départ était vraiment orientée React, mais qui s'est un peu plus ouverte. Et moi je vais parler d'une autre, qui s'appelle Apollo, qui est, enfin, de par mon background un peu de développement Meteor, c'était un peu plus naturel d'aller sur Apollo, parce que Apollo a été créé par la même entreprise. Voilà, après bon, je n'ai pas d'avis particulier entre les deux, je pense que les deux font très bien le job. Alors Apollo GraphQL en fait c'est plus qu'un juste un client ou des petites librairies, en fait c'est vraiment un ensemble de projets open source. Donc, leur GitHub est assez fourni, qui fournissent notamment un des clients les plus populaires de GraphQL, c'est Apollo Client. Disponible sur plusieurs plateformes, les plus importantes, on va dire, pour faire des API web. Remarquez du coup tout de suite que c'est compatible Java et Swift, pas uniquement JavaScript. Par contre, côté serveur, c'est du Node.js pour l'instant. Donc ils fournissent des outils pour faire facilement une API GraphQL. Donc là, tout à l'heure on parlait d'Express et d'AWS Lambda, c'est un des targets disponibles. D'ailleurs, si on a déjà du Restify pour faire des API REST, on peut assez facilement brancher de l'Apollo GraphQL dessus. Sachant que les deux peuvent très bien cohabiter. Et comme Meteor Development Group est une entreprise, mais ils ont besoin d'un produit un peu commercial pour vivre. Donc ils ont d'un côté leur partie hébergement d'applications Meteor et de support commercial. Et là, pour Apollo, ils ont fait un outil du coup payant de monitoring en fait de tout ce qui se passe au niveau de votre API GraphQL, qui s'appelle Apollo Optics. Voilà. Donc concrètement, pareil, il va y avoir partie back-end et partie front-end, mais concrètement comment Apollo s'utilise. Pour la partie serveur, en fait, Apollo va nous faciliter la tâche pour écrire une API GraphQL. Donc en fait, on va commencer par définir notre schéma. On va aussi, juste après, écrire ce qu'on appelle des connecteurs, mais en fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Le principe, c'est soit c'est une fonction qui retourne une valeur, soit c'est une fonction qui retourne une promesse, après vous faites ce que vous voulez derrière. Vous pouvez brancher dessus un ORM comme Sequelaz, une API REST avec Fetch, ou ce que vous voulez, plusieurs bases de données, des fichiers XML, tout ce que vous voulez en fait. Donc c'est là où ça va commencer à devenir intéressant dans les grosses entreprises, parce qu'on va pouvoir attaquer plein de web services différents, plein de ressources différentes, et les mettre dans des connecteurs qui ont toutes la même interface, et juste renvoyer une promesse avec les valeurs à la fin. Au milieu, on va avoir des résolveurs, donc qui vont faire la connexion entre les deux. Donc par exemple, à partir d'un film, comment récupérer le réalisateur. Donc si par exemple le réalisateur est sur un autre web service à l'autre bout du monde, on peut faire un connecteur qui va attaquer ce web service là, et le résolveur va dire quand j'ai un objet movie avec un réalisateur dedans, à partir de l'ID, comment je fais pour récupérer les données. Tout ça de manière synchrone, du coup, avec des promesses. Et donc tout ça, en fait, en assemblant le tout, ça nous donne un schéma qu'on appelle exécutable, et qui va pour moi pouvoir être très très facilement de ligne de code être connecté à un serveur HTTP. Donc par exemple Express ou Restify ou autre.
Voilà, donc le schéma, en fait, ça va être très simple. C'est une chaîne de caractères JavaScript. Donc, peut-être que vous connaissez, sûrement vous connaissez la backquote qui va permettre d'écrire plusieurs lignes. Mais voilà, en gros, c'est juste une chaîne de caractères JavaScript où on va définir notre schéma. Donc là, c'est un bout de schéma avec une interface, un commentaire qui va être utilisé dans la documentation automatique et un type d'objet qui implémente cette interface avec différents champs. Une fois qu'on a écrit ce schéma, on va s'attaquer aussi surtout au connecteur. J'ai totalement inventé ce code. Donc on va dire que vous avez une connexion à une base de données avec une table par exemple, ou une collection. Et puis vous écrivez différents connecteurs, par exemple pour récupérer tous les objets, récupérer que certains objets ou un seul avec son ID. Remarquez du coup que c'est très facilement testable. C'est juste des petites fonctions pures avec ça. Et enfin les résolvers, c'est un peu la glue entre les deux. Alors la coloration syntaxique est dégueulasse, je sais pas pourquoi. Mais en gros, on va dire que, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on va avoir ce type d'objet film qui va avoir besoin de récupérer le réalisateur, et du coup, on va utiliser notre connecteur qu'on a créé avant, qui peut ou pas renvoyer une promesse avec les données du réalisateur en question. Et puis surtout, on va avoir aussi, bien évidemment, les résolvers pour les requêtes racines, qu'on appelle ça les requêtes d'entrée. Donc par exemple, avoir tout ou en partie des films, si on avait des paramètres ou pas. Donc là, par exemple, on a un paramètre de genre qui va influencer le résultat. Avoir par exemple un film avec son ID, donc pareil, on a écrit un petit connecteur pour avoir un film juste avec son ID, etc. Donc c'est un peu la glue entre les deux. Avec tout ça, on fait ce qu'on appelle un schéma exécutable. Donc pour le coup, c'est plus juste des chaînes de caractères et des objets et des fonctions, ça va être vraiment un objet JavaScript utilisable. Donc c'est tout simple, c'est juste une petite fonction qu'on appelle avec le schéma d'un côté et les résolvers de l'autre. Et tout ça, on connecte dans un serveur HTTP. Donc là, par exemple, Express. Il n'y a pas tout, il manque Corse, Body Parser, etc. Mais en gros, on a juste besoin de un ou deux packages en fonction de si on veut GraphQL ou pas avec, vis-à-vis de ce package qui vient d'Apollo. On importe le schéma exécutable qu'on a fait juste avant, on lance notre Express, on fait juste sur chemin GraphQL, on va utiliser le schéma, et puis voilà, réglé. On lance le serveur HTTP, c'est bon, on a une API GraphQL. Alors, côté client, du coup, cette fois-ci, on va avoir donc le client Apollo. Alors, ce client Apollo, il a une petite particularité, c'est qu'il utilise Redux. C'est la même particularité que Relay d'ailleurs. Mais je vais revenir dessus dessus juste après. Mais on va surtout écrire en fait dans un premier temps les différentes requêtes dont on va avoir besoin. Donc dans le langage de requête que j'ai décrit tout à l'heure, avec les queries, les mutations, etc. Alors on peut soit les mettre dans des chaînes de caractères directement en JavaScript, ou alors il commence à y avoir des formats de fichiers genre .gql ou .graphql avec des loaders webpack bien sympas ou ce genre de choses pour faciliter la tâche. Alors au centre, on va avoir ce Redux qui est en fait un cache normalisé. Alors pourquoi un cache normalisé? Parce que contrairement à REST, on ne fait pas seulement une requête HTTP par ressource. Donc ça commence à être plus compliqué pour cacher, par exemple, si on a besoin de cacher des appels à l'API, avec REST c'est plus facile puisque c'est très proche d'HTTP, donc on peut facilement dire on va cacher telle requête. Et là en fait, ils se sont rendus compte surtout que c'était très compliqué de faire ça sans gérer ça en fait de manière vraiment logicielle côté client en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de cache normalisé qui va se charger en fait de stocker dans votre programme, dans la mémoire de votre programme, les différentes données, les différents objets avec leur ID, etc. Et pouvoir potentiellement éviter de refaire des appels à l'API GraphQL. Sachant que la plupart du temps c'est assez automatisé, donc c'est assez facile à utiliser en fait, donc on s'en soucie pas tant que ça.
Et puis il y a cette notion d'observable. Donc vous connaissez sûrement les promesses, et puis l'observable c'est un petit peu le successeur entre guillemets des promesses. L'avantage des observables, c'est que les résultats peuvent arriver en plusieurs fois, contrairement à une promesse. Pourquoi? Parce que souvent maintenant on a des données qui évoluent en fait au fur et à mesure de l'exécution de votre application, et du coup l'observable il va vous donner différents résultats au fur et à mesure qu'ils arrivent. Donc le design d'Apollo Client est vraiment basé sur ça. Et donc on va pouvoir faire à partir d'Apollo Client des différentes requêtes, donc Query, Mutation, Subscription. Sachant qu'actuellement pour les subscriptions, Apollo utilise WebSocket. Alors du coup, c'est encore plus simple que pour le serveur. Juste qu'il y a un petit peu beaucoup de caractères, mais bon, une fois qu'on a compris à quoi ça servait, ça vient. On a besoin du coup de la première classe Apollo Client, et surtout de cette fonction-là, qui crée en fait une interface de réseau. Alors pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'on va pouvoir, grâce à cette fonction, brancher du WebSocket, donc si on fait des successions. Donc c'est pas juste on va donner une URL, si on a besoin des WebSockets, ça va permettre plus facilement de les brancher. Voilà, donc d'ailleurs remarquez que Apollo propose directement de faire du batching des requêtes. Si jamais vous avez vraiment plusieurs vraies requêtes GraphQL en parallèle, il va pouvoir faire qu'un seul appel au réseau. Intéressant sur mobile. Alors pour faire une requête toute simple, soit comme je l'ai dit tout à l'heure, on écrit notre requête, notre document GraphQL dans un fichier séparé, ou alors on peut directement le mettre dans une chaîne de caractères. Alors petite subtilité, du coup, si on fait ça, c'est qu'on a besoin de cette petite librairie en fait, GraphQL tag, qui va permettre de transformer ça en quelque chose d'utilisable. Parce que là, c'est vraiment qu'une chaîne de caractères. Donc là, juste en mettant le petit GQL devant votre chaîne de caractères, il va le transformer ça en vrai document JavaScript représentant votre requête. Et on va juste appeler la méthode query d'Apollo Client avec notre requête, les différentes variables, et puis on a une promesse, voilà, très simple à utiliser. Alors je parlais d'observable tout à l'heure, parce qu'en fait l'utilisation principale, la méthode la plus utilisée en fait pour faire la requête sur Apollo, c'est celle-là, WatchQuery, qui elle du coup va retourner un observable au lieu de retourner une promesse. Donc comme tout à l'heure, on va pouvoir mettre un document GraphQL et puis des variables. Mais surtout en fait on va devoir s'abonner en fait à cet observable pour avoir les résultats. On peut avoir plusieurs abonnements, et ce hook next, qui va être appelé à chaque fois que les données arrivent, peut être appelé plusieurs fois. Donc si les données évoluent, si les données sont à moitié disponibles dans le cache par exemple, et qu'une requête réseau fait parvenir le reste plus tard, voilà. On peut imaginer plein d'utilisations à cela. Et puis après, plus tard, on peut éventuellement se désabonner. Et donc par exemple, si on a fait un observable avec WatchQuery, et puis que plus tard on décide que les données sont plus suffisamment à jour, ou que les variables ont changé, voilà, on peut très facilement relancer l'observable, et du coup tous ceux qui sont abonnés vont être mis à jour. Voilà, donc notre application, ça peut être très intéressant. Alors là, juste un petit point là-dessus. Donc dans la 1.0, ils ont introduit Fetch Policy, qui va permettre de plus précisément manipuler en fait le cache, l'interaction entre le cache et le réseau. Donc par exemple, on va pouvoir forcer à utiliser le réseau, forcer à utiliser que le cache, à d'abord regarder dans le cache ce qu'il y a, puis faire une requête réseau s'il n'y a pas tout, ou ce genre de choses. Donc pour vraiment avoir un gros contrôle sur les différents échanges qu'il peut y avoir. Là, un cas assez intéressant aussi, c'est pour paginer. Alors il y a pas mal de code, mais faut pas paniquer, en fait, c'est assez simple. On va, à partir de toujours notre observable, on va pouvoir changer les variables. Donc par exemple, partir de la page suivante, et on va avoir la possibilité de modifier les résultats de la requête, une fois qu'on a reçu les données. Donc là, on va pouvoir, par exemple, là, je récupère la page suivante, par exemple, la deuxième page des films. Je récupère aussi
Là, je ne l'ai pas réutilisé vraiment, mais je récupère aussi le fait de... Enfin, le serveur, normalement, on lui fait renvoyer, par exemple, un booléen disant s'il y en a encore ou pas, pour éviter d'afficher, par exemple, un bouton ou de faire des requêtes pour rien. Et on va juste fusionner les tableaux des films qu'on avait avant, en fait, tout simplement. Donc là, il y a pas mal de syntaxe ES 2015, mais en gros, on va prendre ce qu'on avait avant dans le tableau, le nouveau tableau, et les fusionner pour avoir la nouvelle liste de films. Et donc une fois qu'on retourne l'objet à la fin, là, ça va mettre à jour automatiquement en fait tous les abonnements qui ont été souscrits sur cet observable. Et puis enfin un exemple de mutation. Donc on va avoir ici notre document, donc là j'ai mis directement dedans pour changer, avec une variable. Qu'est-ce qui se passe pareil que fetchMore quand on a un résultat qui revient? Donc par exemple si le nombre de votes a changé, si le nombre de likes a changé, etc., ben, il faut aller le set par exemple dans l'objet qui est déjà présent dans le client. Et petite chose intéressante ici, on peut mettre ce qu'on appelle une réponse optimiste. Donc par exemple, imaginons qu'on a un chat et qu'on entre un nouveau message dans le chat. Il y a de fortes chances que le message arrive à destination et que tout le monde le reçoive. Et du coup, au lieu d'attendre que le serveur nous dise c'est bon, le message a été envoyé, ben on peut directement l'ajouter dans le chat au-dessus pour que les utilisateurs aient l'impression que l'application est super rapide. Donc avec ce petit objet tout simple, en fait, on met à quoi ressemble en fait la réponse qu'on attend du serveur. Donc par exemple ici, j'ajoute un tag. Voilà. Et je sais que ce tag, j'avais un label que l'utilisateur a rentré, donc normalement, le tag que je reçois, il doit avoir cette structure-là avec le label en question. Donc comme ça, l'interface met à jour directement sans attendre le retour du serveur. Une fois que le retour revient, l'optimistic response va être enlevé Enfin, il est gardé en mémoire en fait le résultat précédent, puis il va réappliquer le vrai résultat. Et du coup, normalement, pour votre utilisateur, c'est transparent et l'impression que l'application est super rapide. Voilà. Donc j'ai fait le tour d'Apollo et de la spec. Et du coup, pour terminer cette présentation, je voulais faire une petite démo de ce qu'on peut faire avec Apollo très rapidement dans la vraie vie, quoi, donc dans une application, en l'occurrence Vue, si la technique est avec moi. Alors, il n'est pas au bon endroit. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir les mettre côte à côte. Je vais cacher ça. Donc pour le serveur, je vais commencer par le schéma. Donc là, j'ai créé un schéma, hop, ici, donc avec différents types d'objets. Donc on peut voir que j'ai fait une interface un peu générique pour mes différents objets. Et puis dans ce schéma, il va y avoir des films, des réalisateurs et des séries télé, donc ils vont implémenter cette interface avec différents champs. Des résultats de recherche, donc là on voit qu'il y a une union, puisque dans la recherche je peux avoir à la fois des films, des séries télé et des réalisateurs. Un résultat de recherche avec un score, ça c'est un peu plus sympa que nettement filtré. Et puis voilà les différentes requêtes d'entrée possibles, donc récupérer plusieurs films ou un seul film, plusieurs séries télé ou une seule série télé et faire une recherche. Au-dessus on voit que j'ai importé des résolvers. Donc, par exemple, j'écris des résolvers tout bêtes, comme celui-là. J'ai mis en dur des films, pas de base de données. Puis en gros,
connecteurs pardon. Voilà, ils sont là. Donc c'est juste des fonctions pour le coup qui sont synchrones mais qui pourraient renvoyer des promesses. Voilà, donc juste filtré par genre et récupéré par ID. Et si on revient sur mon schéma, du coup j'ai la glue entre les deux qui sont les résolvers ici. Donc c'est juste un objet JavaScript. Donc là par exemple dans mon film, on va dire comment on récupère un... Je vais me mettre en plein écran, donc c'est pas la démo. Oh non. Pas dû faire ça. Voilà, donc je vais avoir un résolveur avec le réalisateur, donc comment on le récupère avec un des connecteurs. Ici c'est assez particulier parce que c'est l'union que je vous ai montré juste avant. Alors, on a besoin de ce résolveur en fait pour tout simplement savoir de quel type est l'objet. Comme on a une union, ça peut être tout et n'importe quoi, en l'occurrence un film ou un réalisateur ou une série télé qui sont vraiment des objets qui n'ont vraiment aucun rapport pour le coup. Ben là, ce résolveur va nous permettre de dire à Apollo de quel type est l'objet. Là, très bêtement, juste regarder si tel champ existe, ben, voilà, c'est un film ou c'est un réalisateur. Et enfin, les résolvers pour les requêtes principales. Voilà, donc en utilisant pareil mes connecteurs que j'ai écrits juste avant. Question. Vu que le schéma est dans une string, là, j'imagine que point de vue autocomplétion ou autre, il n'y a pas grand chose. Si tu fais une faute de frappe ou un truc, c'est reporte bien les erreurs ou c'est possible. J'avoue que là, j'ai pas pris le temps d'installer tout ça, mais en termes d'outils pour IDE, pardon, ça évolue en fait pas mal. Et du coup, là, on va pouvoir commencer à écrire des schémas dans des fichiers ou alors reconnaître directement que c'est un schéma et puis pouvoir directement faire tout ce qui est autocomplétion, vérification d'erreurs, puisque de toute façon, c'est du typage fort, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Pas d'autres questions ? Donc je crée mon schéma exécutable avec cette chaîne de caractères et ces objets avec des fonctions. Et c'est tout ce qu'il faut pour avoir un schéma utilisable. Alors là, je connecte tout ça dans mon serveur Express. Voilà, donc par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc pas grand chose à faire à part juste mettre son schéma là. Et puis si on a besoin de GraphiQL, ben, on l'appelle aussi. Et donc là, ben, on a un serveur GraphQL de près. Donc là, hop, si je reviens ici, je vais pouvoir directement aller dessus. Hop. J'ai mis quoi ? Ah oui, je l'ai pas lancé. Tant pour moi. Hop. Comme ça. Hop. Preuve. Donc là, entrée. Ça y est. Donc là, j'ai mon serveur qui s'est lancé. Donc je vais pouvoir accéder à GraphiQL. Voilà. Et avoir un petit onglet doc bien sympa avec les différentes requêtes, voilà, avec la description des types, un petit commentaire en plus. Et puis voilà, je vais pouvoir me balader en fait dans mon API GraphQL et puis découvrir au fur et à mesure comment elle fonctionne. Je peux tester du coup. On va fermer ça. Hop. Donc là, hop. Je vais avoir plusieurs possibilités. Donc du coup, ben, on va dire qu'on va récupérer les films et puis je vais pouvoir mettre en paramètre le genre, par exemple, qui est aussi autocomplété. Je vais faire un paramètre. Donc pour le coup, voilà, il me dit qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas parce qu'il faut déclarer ce paramètre. Donc là, on a aussi la validation qui rentre en jeu. Donc je pense que si je passe la souris dessus, voilà. Il nous dit la variable genre n'est pas définie. Puis il nous dit aussi qu'on ne sélectionne pas de champ, donc c'est pas un document valide. Donc là, par exemple, j'ai appelé ça Movies. Hop.
puis là, en déclarant le paramètre, on aura une erreur de moins. Alors là, si je fais, par exemple, si je mets un point d'exclamation, normalement, il devrait râler. Je vais juste mettre des champs. Name, par exemple, ID name. Voilà. Donc là, il a râlé parce que j'ai mis un point d'exclamation ici. Donc il laisse vraiment rien passer. Hein. En rajoutant un champ en plus, on a attaqué une autre source. Donc là, hop. Donc là, voilà. Je peux avoir les différentes informations. Notez que d'ailleurs, si vous faites ça, c'est pas grave. Il va juste merger les champs, comme ça. Voilà. En une requête. Voilà, donc par la partie serveur, on a vu comment ça marchait. Pour la partie client, donc du coup j'ai utilisé Vue. J'ai fait un premier fichier qui permet de créer juste le client Apollo. Voilà. J'ai fait un autre fichier, sachant que tout ce que je vous présente est sur GitHub, donc vous pouvez regarder. Donc là, je vais juste récupérer le client Apollo, puis je vais pouvoir faire des requêtes. Donc là, j'ai juste fait des petites requêtes voilà, pour montrer un peu à quoi ressemble le code d'Apollo. Et puis, j'ai fait une vraie appli Vue, juste derrière. Donc là, hop. Donc voilà, une appli Vue. Donc là, j'utilise ma librairie, qui permet de connecter les deux. Je l'ajoute dans Vue. Je crée ce qu'on appelle un provider, donc ça va permettre de dire à Vue quel client Apollo on peut utiliser, sachant qu'on peut en mettre plusieurs du coup. Et voilà, j'ai fait un routeur, etc. Et je l'ajoute tout ça dans mon application Vue. Je vais juste lancer l'appli Vue. Alors ce qui est sympa depuis quelques temps, c'est qu'avec Vue CLI, on peut directement lancer des applis, sans config webpack ni rien. Donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais il y avait un Vue build src index.js. Donc là on a voilà, une appli Vue de disponible. Hop, je vais aller ouvrir tout de suite. Voilà, j'ai ma belle appli Vue. J'ai fait du coup dans un de mes composants, j'ai utilisé Apollo à travers Vue Apollo que j'ai installé juste avant. Donc c'est le composant qui permet de rechercher. Donc là, bon, je ne sais pas s'il y en a qui ne sont pas très familiers de la syntaxe Vue, mais en gros on a un template avec différentes directives Vue, dont voilà, un modèle, une boucle. Et là j'ai donc écrit une requête, enfin un document GraphQL avec une requête dedans. Donc là on peut voir que par exemple j'ai mis un fragment inline pour dire que effectivement c'est une interface entity, donc on va pouvoir récupérer les différents champs ID, name, image par rapport à mes objets de résultats de recherche que j'avais montré juste avant et qui ont un score parce qu'on va pouvoir les trier par rapport à leur pertinence. Et alors, donc comment on utilise ça? Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai un champ de texte qui va être en fait ce que l'utilisateur va saisir, qui va être lié avec ngModel à ce champ de texte. Voilà, ça c'est réglé. J'ai initialisé le tableau des résultats, mais bon, c'est pas obligatoire. Puis là, j'ai une option spéciale qui s'appelle Apollo, du coup, qui est disponible grâce à Vue Apollo, où je vais déclarer que ce que je vais mettre dans ma propriété Search Results, en fait, ça va être une requête Apollo. Et donc là, ce qui va être intéressant, c'est que directement, dès que le texte va changer, il va changer les variables de la requête et il va la réexécuter automatiquement. Donc ça va être de la recherche en temps réel. Et donc là, en plus, on va avoir donc les DevTools de Vue qui nous permettent de voir qu'effectivement nos données sont bien là.
Donc là, j'ai bien le film qui correspond à la recherche, avec un score de 1, parce qu'il n'y en a qu'un, mais ça pourrait être 1, 2, 3, etc. Et les différentes données. Donc là, on voit qu'il y a le type qui est automatiquement envoyé par le serveur Apollo. Et on va avoir aussi, très, très intéressant, Apollo qui ont fait un DevTool pour eux. Donc bon, déjà, il a un graphical intégré, donc c'est sympa. Il permet aussi d'inspecter les requêtes observables qui sont en cours. Donc là, il y en a une, par exemple, c'est la recherche. Donc si je clique dessus, je vois quelle est la requête en particulier. Et je peux très facilement, du coup, la tester dans Graphical. Donc là, si je veux changer, je peux changer. Et on a un résultat différent. Et on voit aussi ici le cache normalisé. Donc c'est en fait le Redux qui est utilisé dans Apollo. Et donc on voit que voilà, il a fait du cache de différents objets. Donc là par exemple, comme il n'y a pas de notion d'ID sur une recherche, lui par défaut il va faire ça. Donc il va prendre le nom de la requête avec les différents paramètres, comme ça pour les mêmes paramètres. Si jamais on lui autorise à utiliser le cache, il va pouvoir directement ressortir les informations du cache. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fini la présentation, mais je reviens juste dessus. J'ai perdu. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est la fin du coup de ma présentation. Je vais juste faire un petit mot du coup sur la conférence Vue qui va avoir lieu en fin de juin en Pologne. Donc c'est la première conférence officielle de Vue, donc qui se déroule en Europe. Donc je vous invite à aller sur le site de la conférence conf.vue.js.org et du coup je serai speaker du coup à cette conférence, donc c'est assez stressant mais bon, c'est une bonne expérience je pense. Voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi pendant cette heure, quoi. Donc voilà, donc si vous voulez regarder un peu ce que je fais, vous pouvez aller voir sur mon GitHub et puis je remonte des informations souvent des écosystèmes Vue.js, Meteor et Apollo GraphQL sur mon Twitter. Voilà. Merci beaucoup.